Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde des 24 heures du climat consacrée à la transition énergétique dans les Outre-mer. Cette table ronde qui s'appelle Relever le défi de l'autonomie énergétique et de la neutralité carbone en Outre-mer. Je suis Jérôme Roch, je suis directeur régional de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique en Guadeloupe. Et je vais commencer effectivement par présenter nos invités. Auparavant, je voulais dire qu'on considère souvent que les Outre-mer sont aux avant-postes, quelque part les vitrines de la transition énergétique. Et donc, nous allons voir avec nos invités, en fait, quelles sont les réalités, ce qu'il en est, quels sont les atouts de l'outre-mer sur cette problématique, et puis aussi les défis à relever et voir les leviers à actionner pour que cette transition énergétique se fasse. Donc pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Justine Bénin, qui est députée de la deuxième circonscription de la Guadeloupe. Merci Madame de nous rejoindre. Avec Monsieur plaisir. Jean-François Carinco, le président de la CRED, la Commission de régulation de l'énergie. On peut aussi dire qu'il a été, dans ses nombreuses fonctions, préfet de la Guadeloupe, donc il connaît bien nos réalités. Madame Manouche Ponce, qui est coordinatrice de Guyane Nature Environnement, on aura un focus sur la Guyane. Monsieur Mhm. Andrés Mézières, qui est le président de Synergile, association d'entreprises et pôle de compétitivité en Guadeloupe. Et puis enfin, Alexandre Reusch, qui va nous rejoindre, je l'espère, qui n'est pas encore connecté, qui est le délégué général du CER, le syndicat des énergies renouvelables. Je vais sans plus tarder passer la parole à Madame Bénin. Madame la députée, je pense que le mieux, c'est que vous partagiez un petit peu votre vision de nos territoires, les atouts qu'ils ont, et puis peut-être aussi les défis à relever dans ce contexte de transition énergétique et d'autonomie énergétique de nos territoires. Très bien, merci à vous. En tout cas, mesdames, messieurs, je suis ravie d'échanger avec vous pour aborder la question de la transition énergétique dans les Outre-mer, dans le cadre des 24 heures du climat. En effet, le Grenelle de l'environnement de 2007, puis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, avaient pour ambition dans les Outre-mer d'atteindre les 50% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique d'ici 2020 et de l'indépendance énergétique d'ici 2030. En fait, ces deux objectifs sont intrinsèquement liés aux spécificités de nos territoires. La première d'entre elles réside dans notre dépendance aux importations dites fossiles, charbon, fioul, pétrole, etc. Et c'est vrai que cette dépendance aux importations d'énergie fossile est une menace à moyen et à long terme. Par ailleurs, l'étroitesse de nos territoires ne nous permet pas de produire de l'électricité à faible coût, comme c'est le cas dans les zones connectées continentales. Et en revanche, notre dépendance aux importations soulève un paradoxe entre atouts et contraintes. Tous les territoires des Outre-mer sont non nucléarisés. Cela nous libère, bien sûr, de certaines contraintes. Alors, c'est vrai que cela nous ouvre, il est vrai, pour nous ultramarins, le champ des possibles en matière de transition énergétique, car nous sommes des terres de paradoxes, mais aussi des terres de promesses. Nos territoires disposent d'atouts pour expérimenter de nouveaux modèles de production énergétique plus propres et plus durables. En effet, nos ressources naturelles et nos caractéristiques géographiques nous offrent de nombreuses possibilités. Production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique, production d'énergie éolienne, biomasse, géothermie, énergie marine, hydroélectricité, agri-énergie avec la bagasse ou encore peut-être un jour les algues sargasses, ce que nous souhaitons de nos voeux. Tout cela, je pense, doit nous permettre de mettre en place une progression écologique de mix énergétiques originaux, souvent plus avancés que d'autres dans l'Hexagone. Prenons l'exemple de la Guyane qui dispose aujourd'hui d'une part d'énergie renouvelable à hauteur de 62%, avec une forte production hydraulique, avec aussi de la biomasse et du photovoltaïque, ou encore à La Réunion, où la bagasse et l'hydraulique représentent 30% de la production d'énergie locale. Je pense que l'efficacité énergétique dans les Outre-mer doit être un des marchés clés du futur. J'émets le vœu que cette efficacité énergétique soit un des leviers du développement économique dans les territoires et tout particulièrement dans le cadre du plan de relance.
il est vrai que demeurent des disparités, une certaine hétérogénéité entre nos territoires. Les chiffres du mix énergétique de chaque territoire confirment ces différences. Vous avez 64% de l'énergie renouvelable en Guyane, 30% à La Réunion, 23% en Guadeloupe et 12% à la Martinique. Comment traiter les questions de l'écologie et de l'énergie durable quand dans les territoires, nous savons qu'il y a un problème de transport et de mobilité? En effet, les transports représentent 70% de l'énergie finale qui est consommée sur le territoire. Avant de conclure, à titre d'exemple, je dirais que pour mon territoire, la Guadeloupe, nous sommes pionniers dans les énergies renouvelables. Et à titre d'exemple, premier territoire à développer la géothermie au niveau de Bouillante. Parmi le développement des parcs éoliens, premier aussi au niveau de la France, notamment à la Désirade avec des voitures propres, mais aussi à Marie-Galante, où le parc éolien a une zone de stockage. Et pour terminer, je dirais que je suis intimement convaincue du potentiel des Outre-mer en matière de transition écologique et énergétique. Nous pouvons et nous devons inspirer la politique de transition énergétique de la France continentale. Et j'en suis persuadée, je suis d'autant plus persuadée que ces conférences dans le cadre des 24 heures du climat ne font qu'accentuer le fait bien que nous devons aller plus loin dans le cadre de la transition énergétique dans nos territoires. Bien, merci Madame la députée. Je crois que vous avez vraiment bien introduit le sujet. Hein. J'ai noté qu'effectivement, on a à la fois des, on va dire peut-être des handicaps ou en tout cas des retards avec beaucoup d'importations, avec des coûts de production de l'énergie élevés, une production carbonée à la base, Oui. un problème aussi de transport. Oui. Et donc tout ça fait effectivement pose problème et en même temps beaucoup de potentialités, à la fois en efficacité Voilà. énergétique, à la fois aussi en développement des énergies renouvelables. Donc, tout ça fait effectivement des défis à relever, mais aussi un avenir qui peut être vraiment très intéressant. Je vais laisser la parole à Monsieur Jean-François Carinco, qui est président de la CRE, pour un peu recueillir sa vision aussi de nos territoires et puis aussi peut-être nous donner quelques éclairages sur les outils mis en place par la CRE, par le gouvernement, réglementaires, financiers, pour un peu nous éclairer et entrer encore plus dans le sujet de transition énergétique de nos zones non interconnectées, comme on les appelle. Merci. Bonjour Madame la députée de la Guadeloupe, Bonjour, monsieur. pays que j'adore. Ah, mais je le sais bien. Et je vais essayer de vous parler d'expérience, à la fois de la CRE, de mes expériences en Calédonie, je ne l'oublie pas, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guadeloupe. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Un, il faut être fier de ce qu'on fait outre-mer. Moi, je le dis, s'il y a des gens qui nous écoutent, la péréquation tarifaire est la base de l'énergie outre-mer. Essayons de ne pas le dire souvent, et si elle est attaquée, la moindre des choses, c'est de se battre comme des lions. Hein. Sinon, voilà, donc ça vaut pareil l'électricité à Saül ou à Paris, à Saint-Laurent-du-Maroni et maintenant à Wallis, donc qui a été régulé. Donc voilà, il faut être fier de ça. Première idée. Deuxième idée, l'électricité, l'énergie, et je parlerai plutôt de l'électricité, l'énergie outre-mer, c'est comme le reste des sujets outre-mer. Ça doit faire de l'outre-mer français une vitrine, un outil de coopération. Je suis très fier que, à partir de la Dominique, on travaille pour faire des choses à partir de Marie-Galante. Non, de la Martinique, on veuille travailler avec la Dominique, pardon, hein, pour faire des sujets avec de la géothermie. Je pense que c'est bien. Je suis très fier qu'à La Réunion, on coopère avec l'île Maurice. On voit des choses partout. C'est vraiment l'outre-mer français, et c'est la fierté des gens que je connais là-bas, c'est d'être juste
au milieu de leur territoire. Et l'énergie, plus que tout, est un outil qui fait que les Outre-mer, les îles, sont au milieu de chez eux, là où ils sont. Et je pense qu'il faut ne pas perdre ce sujet-là. C'est le deuxième sujet. Le troisième sujet, c'est que les gouvernements français, les uns après les autres, ont réussi à faire qu'en matière énergétique, et il faut défendre cela aussi, les îles françaises ne sont pas l'Europe. Je suis un Européen absolument convaincu, mais heureusement qu'on a des règles particulières outre-mer qui nous permettent d'avoir une vision spécifique et qui permet le développement. Ça, c'est là. Et le dernier point, c'est qu'outre-mer, tout est mêlé, tout est lié. C'est pas pareil de perdre 85 emplois à Marseille que de les perdre à Cayenne. C'est pas la même chose que de perdre 40 emplois à Jarry, ceux qui connaissent les dossiers verront de quoi je parle, que de les perdre à un moment. Hein. Voilà. Donc tout ça, il faut y faire très, très, très attention. Tout est lié parce qu'on est sur un petit territoire, parce que le transport, c'est la vie, parce que la vie est différente. C'est comme ça. Hein. On ne peut pas isoler le secteur de l'énergie, on ne peut pas isoler le secteur du théâtre, on ne peut pas isoler le secteur du transport. L'outre-mer, c'est d'abord un sujet global, île par île, territoire par territoire. Et casser les sujets, l'unité des sujets pour dire je parle énergie, je vous parlerai du reste demain, ça ne marche pas. Ça, hein. Ça marche. Voilà. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais ça est aussi fondamental que le reste. Premièrement, on produit trop d'énergie outre-mer. On a une surcapacité de production gigantesque. Partout. Pourquoi? Parce qu'il y a, il y a 10 et 5 ans à peu près, hein, on a renouvelé toutes les usines, beaucoup d'usines de production fossile. Voilà. Donc on est en surcapacité partout, il y aurait besoin de rien faire pendant 20 ans et ça marcherait quand même. Donc on ne fait pas de l'énergie parce qu'on manque d'énergie. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'on travaille sur le système énergétique ultramarin pour progresser. Progresser pour décarboner l'outre-mer et progresser pour que l'outre-mer, mais c'est la même chose, parce que c'est un petit territoire, invente l'avenir de la France et de l'Europe. Quand on fait quelque chose à Chausey, qui est un petit outre-mer français, hein, au large du Cotentin, ou quand on fait quelque chose au Glénan, on invente, et tout le monde le reconnaît, un système qui va bénéficier à la France métropolitaine. Et moi, je dis que ce qu'on invente à Saint-Laurent-du-Maroni, je vais revenir sur l'hydrogène, hein, ce qu'on invente dans un certain nombre d'endroits outre-mer, juste, on fait pour la France continentale aussi et pour l'Europe. Le sujet s'est inversé. En matière énergétique, nous avons beaucoup à apprendre de ce qu'on sait faire, de ce qu'ils savent faire, de ce que nous savons faire ensemble en outre-mer. Le lieu d'invention a changé. Le lieu d'invention a changé. Ça me paraît une évidence et il faut prendre les choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut accepter que ça coûte un peu plus cher. Un, parce qu'il y a la péréquation, et deux, parce que c'est là-bas que l'on invente. C'est là-bas qu'est la France, c'est là-bas qu'on nous regarde. Et puis c'est là-bas, nonobstant le fait, je le redis, qu'on produit trop d'énergie, il faut arrêter de dire il faut faire de l'énergie décarbonée, d'énergie carbonée parce qu'on a besoin d'énergie. Non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Il faut le faire pour autre chose. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour décarboner? D'abord, faire le lien avec deux sujets qui me tiennent à cœur, les ordures ménagères et l'agriculture. Sur les ordures ménagères, tous les territoires ont des problèmes, comme toutes les îles, hein, mais plus qu'à Montpellier, donc je suis. Qu'est-ce qu'on fait des ordures ménagères? Alors on peut dire on va réduire la production de déchets. Les ordures ménagères, première, on n'en parle pas assez, source fabuleuse pour l'énergie. C'est les fameux CSR, il faut qu'on y arrive. Il faut arrêter qu'on se batte sur le sujet entre les sociétés, les communes, l'État, les collectivités locales, tout ça. Il faut le faire parce que ça résout un autre problème. Deuxième sujet, l'énergie comme aide aux exploitants agricoles. C'est tout le sujet de la canne, de la bagasse. Quelle est la politique que nous voulons suivre en matière de canne à sucre, hein, voilà. Il y a un sujet que je veux dire, parce qu'on arrive à faire des bêtises quand même. On arrive à dire qu'il faut importer de la biomasse outre-mer. L'idéologie, je te fais de l'électricité verte, voilà,
on est quand même au fond du trou quand on dit ça. Hein. Importer du bois en Guyane. Voilà, il y en a qui arrivent à dire ça. C'est quand même un comble. Hein. Donc, l'aide à l'aménagement du territoire, l'aide à l'agriculture, l'aide aux problèmes de société comme les ordures ménagères. Après, au niveau technique, les premières inventions, elles arrivent. C'est le stockage qui va mieux qu'ailleurs. Hein, c'est le stockage qui va mieux qu'ailleurs. On a lancé des appels d'offres spécifiques. C'est l'hydrogène dont je pense qu'on va le développer à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc ça va. C'est les masses cycloniques qu'on avait inventées, qu'on va changer sur Marie-Galante et ailleurs en Guadeloupe. C'est, vous l'avez cité, Madame la députée, la géothermie à bouillante, dont on s'est débrouillé, je fais le procès de personne, pour le donner à des intérêts étrangers, américains. Ça, c'est dommage. C'est pas dommage, c'est pas une catastrophe, c'est juste, on l'a fait à la française. Voilà, on l'a fait à la française, sans se poser de questions. C'est ça le drame. Et ils sont plutôt sympas d'ailleurs. Hein. C'est pas eux qui sont en cause. C'est pas eux qui sont en cause. Ils sont plutôt sympas. Mais quand même, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien ce qu'on a fait là. Ce n'est pas sérieux parce qu'on s'est dépossédé nous-mêmes. Exactement, exactement. Hein. Bon, à partir de tout ce paysage, maintenant, il nous faut raisonner au cas par cas, territoire par territoire. Qu'est-ce qu'on fait pour décarboner sans tuer l'emploi? Ce n'est pas un sujet de coût. C'est pas un sujet de coût. Mes services ici, ils ont comme consigne de le faire, même si ça coûte plus cher. Même si ça coûte plus cher. Hein. Et la centrale énergie Antilles, M. Carinco? Là, centrale énergie Antilles. C'est laquelle celle-là? De Jarry. Laquelle? Il y en a deux à Jarry. Là où on a procédé à la fermeture avec les 40 emplois à la perte, et avec les Américains. C'est celle des Américains, c'est Contour Global. Voilà. Une question directe. Contour Global. Contour Global est une usine fossile qui est en fin de concession, fossile, en fin de concession et américaine, et on a trop d'énergie. Alors, moi, je suis ceux qui disent, mais ils le savent, les syndicats, il faut la fermer. Si on n'arrive pas à fermer ça, alors on ne fera rien. Il faut dire qu'en France, on n'arrive même pas à fermer l'usine à charbon. On en a encore. L'énergie, il faut être un peu courageux, je pense. Et pour être courageux, il faut dire des choses en vrai. On n'a pas besoin de cette usine. Le sujet, c'est les 40 emplois. Hein. Voilà, la reconversion. Je travaille beaucoup avec le préfet, je travaille avec le président Chalus, avec EDF, avec d'autres. J'espère qu'on va y arriver. J'espère qu'on va y arriver. Hein. Mais dire, il faut garder parce que, c'est pas bien. Ceci dit, je vois notre ami qui est de Guyane Nature Environnement. Là, je dis on accepte de supprimer des emplois si on le regarde. Mais par exemple, sur la Rivo, on a un vrai problème d'emploi. Hein. Donc, moi, je suis un fanat de la Rivo. Donc, comme ça lance le débat en Guyane. Parce que c'est global. Parce que la sécurité d'approvisionnement, on n'oserait pas faire en France ce que certains veulent faire en Guyane. Les risques que l'on prendrait à ne pas faire la Rivo, personne oserait le faire à Pithiviers ou à Romorantin. Et comme on dit, c'est la Guyane, ça doit être vert, tout ça, allez, on s'en fout, même s'il y a un risque de blackout. C'est juste pas possible. Alors après, il faut prendre des mesures pour qu'on sache retransformer derrière. On a fait une faute collective sur la Guyane à se traîner pendant des années, chacun donne son mot, chacun donne son truc, et qu'à le faire comme ci, et bleu, et vert, et orange, et tout. À la fin, on va faire un blackout. Et on n'a pas le droit de dire qu'on s'en fout parce que c'est loin. Donc, je me bats comme un lion là-dessus, vous le voyez, mais je pense que je vais gagner. Ouais. Donc, point par point, territoire par territoire, ça s'appelle les PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, qu'il faut que l'État, les collectivités locales, les élus, les députés, EDF, SEI et d'autres mettent en place. Objectif décarboné, sans tuer l'emploi, voire en l'augmentant et en prenant une vision globale des sujets. On pourrait parler de chacun des territoires, il y a des solutions partout. Je m'excuse, j'ai été trop long. Non, merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous êtes pile dans le timing, donc tout va bien. Je pense qu'avec le franc-parler qu'on vous connaît, vous avez énuméré un nombre de sujets extrêmement importants, très structurants pour chacun de nos territoires. Je vous propose de donner la parole à Manouche Ponce, qui va nous évoquer la situation en Guyane. Je
pense que derrière, il pourrait y avoir à nouveau un petit peu de discussion sur ces sujets qui sont effectivement éminemment importants. On est bien d'accord que les questions d'emploi ne peuvent pas être dissociées des questions énergétiques, hein. On est bien d'accord quand vous dites que les choses sont très liées, que ce soit l'agriculture avec la canne, que ce soit l'emploi, que ce soit effectivement la question des déchets, on voit bien que effectivement la question énergétique, elle est liée à beaucoup de choses. Sans plus tarder, je vous passe la parole, Madame Ponce, pour nous faire une petite, peut-être un petit regard général sur la situation guyanaise, et puis on va peut-être rentrer dans le vif du sujet sur l'aspect centrale thermique, j'imagine. Merci. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, d'abord, je suis ravie évidemment de participer à ces 24 heures du climat et donc de parler un petit peu de la Guyane. Je vais surtout me concentrer sur la production énergétique et pas le transport parce que malheureusement, on ne peut pas tout aborder. Donc, je vais faire un petit état des lieux et puis parler des perspectives d'avenir. Donc, la Guyane, c'est une zone non interconnectée, tout en ayant la particularité d'être sur le continent sud-américain et donc d'être frontalier au Brésil et au Suriname. Elle dispose d'une superficie d'un peu plus de 80 000 km². C'est un vaste territoire enclavé avec 85% de forêt amazonienne. Sa population est concentrée principalement sur la bande du littoral et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les communes de l'intérieur qui ne peuvent pas se raccorder au réseau électrique du littoral. Du coup, il faut qu'elles aient leur propre système par groupe électrogène, solaire ou bientôt, pourquoi pas, de l'hydroélectricité. Donc, c'est une situation unique en France puisqu'on a 12 systèmes électriques différents. Alors, aujourd'hui, où on en est vis-à-vis des objectifs de la loi de la transition énergétique. Donc, comme on l'a dit, la Guyane est plutôt un bon élève, puisqu'on a un peu plus de 65% de sa production qui provient de l'énergie renouvelable. Le reste, c'est du thermique. La production principale, c'est grâce au barrage hydroélectrique de Petit-Saut, à un peu plus de 59%, qui, bien sûr, en fonction des saisons, peut garantir une production plus ou moins importante. Le reste de la production en énergie renouvelable, c'est des centrales solaires et de la biomasse. Quant au projet éolien, il y en a en cours de réflexion, mais ça ne saurait tarder. Par contre, en revanche, on n'a pas de géothermie. Donc, comme dans les autres ZNI, la loi sur la transition énergétique prévoit d'atteindre l'autonomie énergétique en 2030 avec du 100% de production en énergie renouvelable. Il se trouve qu'aujourd'hui, la part du thermique est principalement fournie par la centrale thermique de Descartes des Cannes, qui doit absolument fermer en 2023 car elle est extrêmement polluante et qu'elle ne respecte plus du tout les normes environnementales. Donc, tout le monde est assez d'accord pour le dire. La PPE guyanaise, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a été signée en 2017, prévoit la mise en place par EDF, donc une nouvelle centrale thermique à 120 MW, donc la centrale dite du Larivot, située à proximité de Cayenne. C'est quand même un projet qui n'est pas sans risque, car il est situé dans une zone de mangroves et de forêts marécageuses. Il y a un risque de submersion marine et d'inondation qui n'est pas anodin. Donc voilà, c'est quand même un projet assez conséquent. Elle est également associée à un oléoduc de 14 km qui passe par 3 communes. Donc, même si c'est très cadré, on sait qu'il y a toujours un risque de fuite d'hydrocarbures. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. On a une centrale thermique qui est prévue pour 2023. Et en même temps, on doit respecter ses objectifs de 100% en énergie renouvelable. Évidemment, cette centrale, au vu de sa dimension, elle ne sera pas vouée à fonctionner seulement 7 ans. Donc, c'est une solution énergétique qui est un peu paradoxale parce que voilà, 100% en 2030 et avoir une centrale en 2023, une centrale thermique en 2023, on peut se poser la question. Bien sûr, la Guyane, elle a un besoin croissant en énergie. En 2015, nous étions 250 000 habitants et en 2050, on sera un peu plus de 400 000 habitants, si ce n'est plus. Donc, il est certain que les besoins en énergie seront plus importants à l'avenir, même si grâce aux actions d'efficacité énergétique, notamment par la construction de bâtiments bioclimatiques ou encore par du matériel plus performant, je pense par exemple aux climatisations ou à l'électroménager, ces prévisions peuvent diminuer. Mais le territoire a quand même besoin de se développer sur le plan économique et de développer son industrie. Donc, évidemment qu'il faut pouvoir garantir une production. EDF, qui a aujourd'hui un certain monopole, puisque en tant que seul gestionnaire en Guyane, il dispose du monopole à ce niveau-là et ils sont également producteurs. Donc, EDF nous répète que cette centrale
doit voir le jour, sinon on risque le blackout, sans pour autant de présenter de notes techniques pour le justifier. Alors c'est dommage parce que l'ADEME n'a toujours pas publié son scénario 100% en énergie renouvelable comme elle l'a fait pour d'autres territoires d'outre-mer, donc on aurait pu avoir des éclaircissements à ce niveau-là. Mais toutefois, nous, on considère qu'une solution alternative plus vertueuse est possible pour la Guyane. Ici, nous avons la chance effectivement de bénéficier d'un climat assez stable. Donc, il n'y a pas de période de cyclone, comme on peut le voir dans d'autres DOM, ce qui finalement rend le territoire assez attractif pour des projets innovants. On a parlé tout à l'heure du projet d'hydrogène à Saint-Laurent-du-Maroni, mais je pense aussi au solaire flottant sur le lac artificiel de Petit-Saut ou encore avec la biomasse sur le bois immergé du lac de Petit-Saut. Et bien sûr, l'idée, c'est toujours de développer le stockage vis-à-vis du solaire. Après, il est certain qu'une transition au thermique est nécessaire. On ne pourra pas du jour au lendemain passer au 100% en énergie renouvelable. À ce propos, c'est intéressant d'observer que sur le site de EDF, sur la centrale thermique actuelle, il y a en ce moment même des groupes électrogènes mobiles qui visent à combler petit à petit l'arrêt de cette centrale. On pourrait penser que ces mêmes groupes peuvent être utilisés et donc augmenter évidemment le nombre de groupes pour faire cette transition-là. C'est d'ailleurs pas une solution farfelue, puisqu'il me semble que l'île de Curaçao, qui a quand même 150 000 habitants, fonctionne entièrement avec des groupes mobiles électrogènes, donc c'est pas farfelu, c'est faisable. Et en plus, ça permet de maintenir bon nombre d'emplois. Et aussi, cette solution-là, elle a l'avantage d'être flexible, puisqu'on peut en désinstaller au fur et à mesure de l'avancée des projets en énergie renouvelable, contrairement à une centrale thermique qui finalement sera figée et qui sera extrêmement difficile de démanteler. Donc voilà, aujourd'hui, la Guyane est un vrai tournant, puisqu'on n'a pas encore renouvelé notre centrale thermique, donc on a encore le choix. Néanmoins, les autorisations seraient prêtes à être délivrées, donc c'est imminent. Ce projet, pourtant, conditionne la trajectoire énergétique du territoire pour les 25 prochaines années, donc voire beaucoup plus. Donc c'est extrêmement important pour nous de ne pas rater le défi de l'autonomie énergétique de la Guyane. Merci, Madame Ponce. Est-ce qu'on peut répondre? Oui, je pense qu'on va faire une petite entorse au règlement. On va lancer le débat. Non, sans entrer dans un débat trop spécialiste, mais je pense qu'une petite réponse de votre part, Monsieur Carinco, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que c'est inexact. Inexact. On a un problème d'abord d'eau que vous pensez qu'on n'a pas de cyclone, mais on a des sécheresses. Et de temps en temps, Petit-Saut ne produit pas, et le barrage que certains veulent faire, Effupour à Maripasoula, il va coûter 2 fois plus cher que la centrale thermique de Larivot pour fonctionner pas plein. Le vrai sujet, me semble-t-il, c'est qu'on ne se lâche pas des deux mains sur la sécurité énergétique. Moi, j'ai un principe absolu, c'est qu'on ne fait pas de blackout en Guyane. Les Guyanais ne méritent pas ça. Et nous ne savons pas le faire. Regardez la vitesse à laquelle on n'arrive pas à développer la biomasse, ça ne marche pas, on n'y arrive pas. Regardez le solaire, on a des projets gigantesques. Moi, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est injecté en vrai sur l'augmentation de la population. Vous l'avez cité, c'est vrai. Mais après, pourquoi est-ce mal de faire ça? Ça va fonctionner, je le dis, ça va fonctionner très peu de temps, ça va fonctionner quasi en secours. Quasi en secours. Hein. Et après, d'ailleurs, on va le faire fonctionner à l'huile, un truc biologique. Bon. On ne va pas y mettre du fioul. À terme, il n'y aura plus de fioul et ça sera en secours. Ça préserve l'emploi. C'est en secours et on va développer le reste de l'énergie renouvelable au fur et à mesure où on sait le faire. On ne sait pas la faire en matière suffisante, hein, en volume suffisant pour ne pas risquer le blackout. Madame, dites-moi simplement, est-ce que vous acceptez le blackout en Guyane? Parce que c'est ce que vous venez de dire pendant 10 minutes. Non, ok. Alors, le blackout. Évidemment que personne ne veut le blackout pour la Guyane. Hein. Moi, je serais incapable de dire, bien sûr, ça ne nous dérange pas. Hein. Je ne veux pas du tout revenir à la lampe à huile ou quoi que ce soit. Évidemment. Voilà, non, mais évidemment que non. Mais moi, je serais d'accord de tout entendre, sauf qu'il n'y a eu aucune note technique de la part d'EDF ou de qui que ce soit. Mais il y en a des dizaines de notes techniques. Venez me voir, je vous les donnerai. Pourquoi je vous donne les notes techniques? Non, il y en a des dizaines partout.
Non, mais nous, on aurait bien aimé avoir le scénario de l'ADEME sur les 100% en énergie renouvelable. Au moins, ça aurait permis de discuter sur des documents. Mais ce n'est pas l'ADEME qui est en charge de la politique énergétique de la Guyane. Bien sûr. Mais bon, en tout cas, voilà, nous, ça nous manque de justification. Je vais devoir vous interrompre effectivement parce que le temps est un petit peu court, mais en tout cas, merci pour vos témoignages et le petit échange. Je vais laisser la parole à Andrés Mézières qui peut nous présenter la partie Guadeloupe, un autre exemple, peut-être aussi aborder quelques instants les défis concernant la mobilité aussi, parce que c'est une grosse partie du défi énergétique de nos territoires, avec des conséquences aussi parfois sur la fiscalité des collectivités, hein, faut pas l'oublier. Je crois je reviens sur la notion du président Carinco de tout est lié, et je crois que ça peut être un motif dans nos territoires. Donc Andrés, je te laisse prendre la parole. Oui, merci Jérôme. Je suis ravi avant toute chose de participer à cette table ronde en tant que président de Synergie, qui est le pôle d'innovation de la Guadeloupe. Donc en 2 mots, juste pour dire qui on est, en fait on est un pôle d'innovation qui est adossé au pôle de compétitivité Cap Énergie. On a été créé en 2008 sous l'impulsion d'entrepreneurs du secteur des énergies renouvelables et avec le concours de la région Guadeloupe et de centres de recherche. Aujourd'hui, on regroupe environ 70 adhérents, donc des entreprises du secteur d'énergie renouvelable, des matériaux innovants, des centres de recherche et des collectivités. Et nous sommes organisés en plusieurs départements. Un département de l'ingénierie de l'innovation qui a pour but de susciter et d'accompagner les projets innovants de nos membres. Et sur le territoire, on héberge aussi l'Observatoire régional de l'énergie qui fournit des datas les plus exhaustives et apolitiques possibles dans le secteur de l'énergie. On a aussi un département d'écologie industrielle qui cherche à créer des projets où on boucle les flux d'énergie et de matière. Et plus récemment, on a créé aussi un département de mobilité durable. Alors, vous l'aurez compris, en fait, on est une espèce d'objet où se rencontrent le public et le privé, où se rencontrent les entrepreneurs et les décisionnaires du territoire pour réfléchir cette transition énergétique en mode projet et apporter autant que faire se peut une palette de solutions vertueuses et non pas un catalogue de contraintes pour faire cette transition énergétique. Alors, je partage la fierté qui a été évoquée par la députée Bénin et par le président Carinco de la CRE. La fierté de voir le mix énergétique diversifié en Outre-mer, en Guadeloupe, mais aussi dans les autres Outre-mer. On peut être fier aujourd'hui d'avoir des mix électriques très diversifiés avec des productions d'énergie renouvelable où toutes les filières sont représentées. En Guadeloupe, on a la géothermie, on a le solaire, on a l'éolien, l'hydraulique, la bagasse. Et on peut aussi être fier des nombreux projets qui sont en cours et qui offriront des opportunités d'emploi qualifiées, non délocalisables, et un mix énergétique diversifié, qui sont 2 facteurs de résilience, puisque ce mot est revenu à la mode à la lumière de la crise que nous traversons. Nous pouvons nous pouvons espérer avoir de l'espoir, en particulier dans le secteur des transports où, pour les véhicules particuliers et les petits utilitaires, une transition vers une mobilité électrique peut contribuer à cette transition énergétique, à condition que le verdissement annoncé de l'électricité se confirme et que ce mouvement de bascule soit associé au développement d'une infrastructure publique qui offre une recharge et des services numériques associés à cette nouvelle forme de mobilité. Et pour le transport de passagers de marchandises, que ce soit terrestre ou maritime, la filière à hydrogène, on l'a évoqué tout à l'heure, semble effectivement la plus prometteuse. Et en la matière, une politique cohérente d'autonomie et de résilience consisterait à soutenir l'émergence d'une filière industrielle locale de production et de stockage d'hydrogène vert, tout en lui assurant des débouchés commerciaux par le renouvellement des flottes de bus ou de navires marchands fonctionnant à l'hydrogène. Alors, effectivement, on peut être fier de ce que nous sommes, on peut être fier des projets qui sont en cours de développement et des idées, de l'ambition. Mais après, je pense qu'en tant que Français et aussi dans notre culture outre-mer et dans notre culture française, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'audace. Et je pense que autant nous pouvons être fiers, autant je pense qu'il faut que nous redoublions d'audace dans cette transition énergétique,
parce que cette transition énergétique, on comprend de plus en plus qu'elle ne peut pas être simplement réfléchie et pensée dans le seul cadre du secteur énergétique, parce qu'elle embrasse en fait toutes les composantes de la société et elle se heurte en fait souvent à des intérêts antagonistes. Et on se rend compte de plus en plus qu'il n'est pas possible d'envisager cette autonomie énergétique sans interroger nos politiques de transport, nos politiques d'aménagement, mais aussi sûrement notre politique fiscale. Et il n'est pas possible d'envisager une autonomie alimentaire sans interroger nos monocultures, nos infrastructures, irrigation, serres agricoles, notre technique culturelle et notre système éducatif. On oublie souvent aussi que cette transition énergétique appelle une transition, une adaptation de nos filières d'éducation et de formation. Donc en fait, on parle ni plus ni moins dans une transition énergétique d'une transition globale et totale de nos sociétés. Et il s'agit ni plus ni moins d'inventer un monde nouveau en fait. Et donc nous, on croit fortement qu'il sera nécessaire de créer, de multiplier ces espaces de discussion, de concertation entre tous les acteurs du territoire, toutes les forces vives, pour déjà partager une vision commune et se forger une vision commune de cette transition énergétique, la décliner en objectifs très concrets avec des jalons et des étapes intermédiaires pour ne pas rester simplement dans l'incantation et dans le désir. Et nous pensons que même si on peut être fier, il faut quand même regarder la réalité en face, c'est que dans les Outre-mer, nous restons très, très fortement dépendants de l'importation d'énergie fossile. Donc effectivement, je rebondirai sur la surproduction qui est soulignée effectivement par la Commission de régulation de l'énergie. Aujourd'hui, effectivement, en Outre-mer, on a un réseau électrique qui est trop largement doté, qui est clairement en capacité de surproduction, mais n'oublions pas que la capacité de production, elle est aussi très fortement aujourd'hui pondérée par les énergies fossiles. Et si on veut de toute façon réussir cette transition énergétique, il faudra faire celle des transports. Et donc, tôt ou tard, il faudra ramener le secteur des transports au vecteur électrique ou hydrogène, ce qui revient au même, puisqu'on ne peut pas produire de l'hydrogène de forme renouvelable sur nos territoires autrement que par de l'électrolyse à partir d'électricité renouvelable. Donc, ces surcapacités, peut-être qu'il faut les regarder dans le temps long, peut-être aussi il faut les regarder à l'aune de cette transition de la mobilité vers une mobilité durable. Et il ne faut pas aussi oublier que cette transition énergétique est vendue dans nos textes de loi comme une autonomie énergétique. Et donc, qui dit autonomie énergétique, dit de se questionner de façon très exigeante sur les importations d'énergie, qu'ils soient fossiles ou biomasse, puisque effectivement on évoquait tout à l'heure l'ineptie d'apporter du bois en Guyane. La question se pose aussi sur les autres régions d'outre-mer. Est-ce que ça fait du sens de faire de l'électricité biomasse s'il s'agit d'une électricité qui est d'une biomasse qui est très fortement importée? Donc voilà, moi on est dans l'action, on est confiant, on a des projets, mais il ne faut pas oublier que effectivement il y a beaucoup de sujets et d'intérêts antagonistes qui s'opposent. Et ce que nous voyons aujourd'hui sur le terrain, c'est que ce n'est pas les idées et le nombre de projets qui manquent, c'est aujourd'hui il y a tout un tas de verrous qui viennent brider le développement des projets. Pour ne citer que les verrous administratifs de l'ordre de l'urbanisme, aujourd'hui, il devient extrêmement compliqué pour les porteurs de projets outre-mer de développer des centrales photovoltaïques ou des parcs éoliens, fussent-ils couplés avec une activité agricole et fussent-ils exemplaires parce qu'ils permettent de valoriser des terrains qui aujourd'hui sont en jachère. Donc, effectivement, je pense qu'il faut trouver le moyen de sortir des antagonismes entre le monde agricole et le monde de l'énergétique et le monde de l'énergie et trouver non pas des compétitions, des confrontations, mais des synergies qui permettent aux agriculteurs de disposer peut-être d'infrastructures modernes de production agricole
qui permettent d'ailleurs de sortir de la monoculture de la canne et de la banane. Peut-être que c'est aussi l'opportunité d'avoir des revenus complémentaires qui permettent de réduire le risque lors de calamités agricoles. Voilà, moi je pense qu'il faut, on ne peut pas mener cette transition uniquement sous une fenêtre du secteur, enfin enfermé entre élites dans le secteur de l'énergie, mais qu'il faut vraiment embrasser tous les secteurs, décloisonner, ouvrir des espaces d'échange décloisonnés et trouver les synergies, les complémentarités pour sortir des confrontations stériles. Sinon, on n'arrivera pas. Ok, merci beaucoup Andrés. Je pense que là aussi, on a peut-être pas des visions convergentes, mais en tout cas certains grands invariants qui se dégagent effectivement de cette table ronde. On l'a bien vu. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Alexandre Roche, qui est le délégué général du syndicat des énergies renouvelables, qui va nous donner un peu sa vision, lui, effectivement des potentiels de l'outre-mer, peut-être des leviers à actionner, des freins pour atteindre cette fameuse autonomie énergétique qui est inscrite dans la loi de 2015. Et puis après, on prendra des questions. On terminera la discussion entre nous s'il n'y a pas de questions. Bonjour, Monsieur Roche, allez-y. Merci, bonjour à toutes et tous. Je suis désolé, j'ai un peu pris froid avec la climatisation, donc j'espère que ma voix est à peu près audible. Oui, très rapidement, pour dire un mot du syndicat des énergies renouvelables, on représente l'ensemble des filières de production des énergies renouvelables sur l'ensemble des secteurs, donc pas que sur l'électricité, hein, mais aussi sur la chaleur, les transports et le gaz renouvelable. Et on est structuré avec des représentations dans les différents territoires et régions ultramarines. Pour nous, la boussole, c'est évidemment l'objectif d'autonomie énergétique à l'horizon 2030. Et pour rebondir sur ce qui a été dit plus tôt, je pense que c'est en fait un élément de fierté, cette autonomie énergétique. De la même manière qu'en métropole, on parle d'indépendance énergétique comme un élément de fierté, je pense que l'autonomie énergétique de ces territoires, ça fait partie de l'élément de fierté de ces territoires. Les potentiels, ils existent, ils sont importants. On a mentionné les études que l'ADEME a menées, par exemple, sur certains de ces territoires. Nous-mêmes, on a mené, sans doute avec moins de capacité de modélisation que l'ADEME, des scénarios pour avoir une idée des volumes qu'il conviendrait de déployer pour atteindre cet objectif d'autonomie énergétique. On voit qu'en fonction des territoires, il faut multiplier les capacités installées entre 4 et 7 par rapport à l'année 2015, avec une grosse partie de progression sur le solaire photovoltaïque. Donc, pour nous, ce n'est pas un objectif qui est hors d'atteinte. La question, c'est est-ce qu'on en prend le chemin? Et le témoignage que je peux apporter par rapport aux remontées de terrain des entreprises qui souhaitent développer des projets d'énergie renouvelable dans ces territoires, c'est que ce n'est pas toujours facile, loin s'en faut. Et je voulais en effet passer juste quelques minutes sur la notion de levier à actionner. Il y a un premier levier qui est essentiel dans n'importe quelle finalement mutation énergétique, c'est la visibilité. Et les programmations pluriannuelles de l'énergie doivent apporter cette visibilité. Or, on est dans une situation où on observe un retard de la publication de ces différentes PPE, territoire après territoire, qui sont censés couvrir quand même la période 2019-2028. Donc là, on est en septembre 2020 et on attend encore les PPE. Donc, il y a ce premier enjeu de visibilité qui nous semble vraiment important. Ensuite, il y a un deuxième enjeu sur ces territoires, c'est le foncier. Ça a été mentionné, il y a notamment un élément qui nous semble important, c'est le fait que si on prend un territoire comme la Guyane, la loi littorale en réalité s'applique à une grosse partie du territoire. Et on a par exemple, on était très heureux de pouvoir constater, puisqu'on est dans les 24 heures du climat en présence de parlementaires, on a été très heureux de constater qu'il y a une proposition dans le projet de loi de simplification qui vise à ce qu'on puisse désormais développer des projets en sites dégradés qui sont situés sur la loi littorale pour la Guyane. Parce que ça, c'est un élément, c'était une contrainte et une barrière qui empêchait notamment les projets photovoltaïques de se développer. Il y a ensuite les leviers économiques, et c'est là-dessus
je pense qu'en fait, la situation est la plus difficile. Il y a 3 grosses familles de leviers pour développer des renouvelables dans ces territoires. C'est d'une part les appels d'offres photovoltaïques, qu'ils soient avec ou sans stockage. Et là, on a pu évoluer, puisque désormais il y a des appels d'offres qui sont territoire par territoire, mais on est là aussi dans une situation d'attentisme, puisqu'on n'a aucune visibilité sur les futurs appels d'offres pour cette filière-là, qui, comme je le disais, est une des filières qui contribuera de manière très importante à l'autonomie énergétique. Il y a ensuite tous les sujets en guichet ouvert. Les guichets ouverts, c'est pour les petites installations photovoltaïques, pour l'éolien en zone cyclonique et pour les installations hydroélectriques de moins d'1 mégawatt. Sur ces sujets, ce qu'on constate, c'est que très récemment, par exemple, sur l'éolien en zone cyclonique, on a une proposition de réduction drastique des niveaux de rémunération. Alors, je pense que la filière est tout à fait ouverte à regarder ces niveaux de rémunération. Simplement, ce qui est très important, c'est de s'assurer qu'on va calibrer un dispositif qui va permettre de coller aux besoins et aux caractéristiques des différents territoires. Et aujourd'hui, le chemin qu'on emprunte, c'est un peu un one size fits all, comme on dit en mauvais français, avec finalement très peu de modulation sur ce type d'outils de rémunération dans le guichet ouvert. Et mécaniquement, ça va sans doute rendre le développement de certains projets très difficile. Et puis enfin, il y a les contrats de gré à gré, où là, l'enjeu, c'est plutôt un enjeu de visibilité pour l'investisseur, puisque la CRE dispose d'une possibilité d'ajuster finalement le niveau de rémunération, mais en fin d'examen, on va dire, du dossier. Et donc là, il y a sans doute des évolutions à prévoir pour donner un peu plus de visibilité en amont, en fait, de la procédure de préparation du dossier. Et puis le dernier sujet ou levier, j'ai parlé de la visibilité à travers des PPE, du foncier, et là, il y a des évolutions intéressantes dans le projet de loi de simplification, des leviers économiques. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, des potentiels importants sur les énergies marines renouvelables dans certaines zones, qui peuvent être en bonne complémentarité par rapport aux énergies terrestres. On a sans doute un enjeu de meilleure identification du potentiel. Et nous, il nous semblerait intéressant, par exemple, dans le cadre du plan de relance ou du programme du plan d'investissement d'avenir, du PIA, de pouvoir mieux modéliser, mieux quantifier en fait ce potentiel des énergies marines renouvelables qui peuvent, encore une fois, dans certains territoires, apporter un réel complément aux énergies terrestres. Peut-être juste un mot sur le débat qu'on a eu sur la Guyane et sur la Rivaux. Nous, l'enjeu, en fait, c'est... J'entends bien tout ce qui a été dit sur le besoin d'avoir une vision d'ensemble. L'enjeu, pour nous, ça va être de faire en sorte qu'on puisse garantir de continuer à développer les énergies renouvelables dans ce territoire. Et donc d'éviter tout effet cliquet. Pour vous donner une idée, on a mené un sondage auprès de nos adhérents qui développent des projets sur ces territoires. Alors c'est vrai que par exemple la biomasse, c'est assez contre-intuitif, mais c'est une filière qui est difficile à développer parce que en réalité la structure d'approvisionnement derrière n'est pas suffisamment solide. Mais on a recensé plus de 60 mégawatts de projets qui soient commandables ou à puissance garantie, que ce soit du photovoltaïque ou d'autres technologies, qui pourraient être mises en service d'ici 2024 ou plus tard. Donc c'est un exercice de recensement qu'on a fait et je pense que je le verse à la discussion parce que l'enjeu, ça va être pour nous de garantir que ces projets-là puissent arriver à leur terme et qu'au-delà de 2024, évidemment, on puisse progresser. La Guyane est déjà, en effet, un territoire où on a un fort taux de pénétration des renouvelables. C'est sans doute le territoire où on peut aller vers l'autonomie énergétique. C'est sans doute plus difficile dans d'autres zones. Il faut être concret et il faut être transparent là-dessus. Mais en tout cas, voilà, on a toujours cet enjeu. On le sait bien, de coûts échoués du fait des investissements dans les capacités fossiles qui ont été opérés
ces dernières années. Mais vraiment, l'enjeu de pilotage de cette transition, ça va être de comment faire pour que on n'obère pas pour autant le développement des énergies renouvelables dans ces différents territoires. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que je vois qu'il est déjà 52. Il nous reste 3 minutes. Je pense que vous avez tendu quelques perches au président de la Creux, donc je vais lui laisser quelques minutes pour peut-être faire un petit commentaire. J'ai aussi une question en chat, donc il ne faudra pas l'oublier non plus. Je suis assez d'accord avec M. Mézières et M. Roche sur ce qu'ils ont dit globalement. Voilà. Juste à M. Mézières, je dirais, ces 60 mégawatts, on les connaît. Si on en fait 25 d'ici 2028, ça sera pas mal. C'est ça mon problème en Guyane. Vous l'avez dit sur la biomasse, mais on a le même sujet. Je ne sais pas si vous avez compris le barrage de Maripasoula. On n'est pas au bout du barrage de Maripasoula qu'il y a à faire. Voilà. Sur l'énergie, par exemple, hydrogène à Saint-Laurent-du-Maroni, sur laquelle on pousse. Tout ça est compliqué. Donc, le problème de la Guyane, plus encore qu'ailleurs, pour des raisons un peu longues à expliquer, c'est qu'à la fin, on ne fait que 25%, 30% de ce qu'on a planifié. Donc, mais sinon, je suis assez d'accord avec vous. Il y a des projets. Et il y a de beaux projets, même peut-être 60. Mais mon sujet, c'est qu'ils se fassent. C'est qu'ils se fassent. Sur les obstacles et les prix, c'est quand même, le sujet, c'est le taux de rentabilité. Quel est le taux de rentabilité que les Français, puisque c'est le pays qui paye, donnent à des industriels qui vont faire des énergies renouvelables? Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut un delta, un bêta du risque, comme on dit, gigantesque dans les dom-toms français, dans les territoires français. Ce n'est pas vrai. Je trouve que ce n'est pas bien de dire on doit être plus payé parce qu'on est en Guyane. On doit être plus payé parce qu'on est à La Réunion ou en Guadeloupe. C'est tout aussi sûr, sécurisé, garanti qu'ailleurs. Cette différence de prix, il y avait une règle, c'était 11% de TRI. Elle datait du temps où l'inflation était à 7. L'inflation est à 0, plus 1. Oui, j'ai voulu, et le gouvernement a suivi, changer ce taux de 11%. On est maintenant sur une moyenne de 6,5-7. Il n'y a pas de raison, excusez-moi, j'entends ce que vous dites, mais la politique énergétique, c'est pas. Il faut que les gens gagnent leur vie, il faut que les entreprises soient rentables, mais elle n'est pas faite pour que les entreprises aient des taux de rémunération à 11%. C'est juste pas possible, ça va s'arrêter. Monsieur le Président, si vous me permettez de réagir, je pense qu'on sera tout à fait à votre disposition pour échanger sur ces sujets, puisque nous, c'est une réforme qu'on a vu arriver 2 jours avant qu'elle soit présentée au CSE, donc on n'a pas pu échanger là-dessus, mais ce serait intéressant en effet qu'on puisse échanger. Moi, j'insiste beaucoup sur l'importance de pouvoir moduler territoire par territoire. Oui, mais c'est le cas. Alors, quand on est sur une modulation que de 300 points de base, c'est déjà pas mal. Mais ça, c'est pour les contrats de gré à gré. Moi, je parlais de l'éolien cyclonique, pardon. Je pensais que vous parliez de ça. Non, sur l'éolien dans ces zones-là, il faut qu'on puisse réellement moduler les choses, sinon certains projets ne sortiront jamais. Et ça, je rebondis sur ce que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, il y a des projets, ils vont pouvoir se faire si le cadre économique leur permet de se développer. Donc, vous avez raison de dire que ce n'est pas normal que les PPE ne soient pas sortis. C'est profondément anormal. Ça fait 2 ans que j'essaie de me battre comme un lion. On n'y arrive pas. En Guadeloupe non plus. C'est un gros sujet. Et là, c'est ce qui donne la visibilité. C'est ce qui donne la visibilité, vous l'avez tout à fait bien dit. Alors pourquoi on y a... Je ne sais pas. Mais le plan pluriannuel de l'énergie, c'est un gros sujet dans tous les territoires. Je vois qu'en Guadeloupe, comment les porteurs de projets sont tristes et malheureux. Mais par contre, si vous permettez, Monsieur le Président Karenko, j'ai une petite question, en tout cas un petit sujet qui me taraude par rapport à la taxe sur les carburants qui se trouve être une recette pour les régions, les départements et les communes. Vous imaginez, on souhaite arriver à plus de véhicules propres et donc nécessairement, ce sera une baisse de ces recettes pour les collectivités. C'est le même sujet en métropole. L'énergie telle qu'elle est, c'est une assiette fiscale. Bon, si on change l'assiette, si on supprime l'assiette fiscale, il faudra en trouver une autre. Mon vrai sujet outre-mer, c'est l'octroi de mer. C'est l'octroi de mer, comment on gère l'octroi de mer qui fait monter le prix, qui n'est pas dans la régulation. Totalement. C'est librement par les régions.
Mais ça, ce n'est pas mon problème. C'est le problème des présidents de conseils régionaux, c'est le problème des Antillais, enfin des Iliens. Mais c'est vrai que de toute façon, il faudra changer le système fiscal. Il n'y a plus C'est un d'assiette. gros sujet. Et Ouais. vous avez évoqué un autre sujet aussi, c'est le coût de ceux, en tout cas, qui veulent être payés plus cher dans les Outre-mer que dans l'Hexagone. Moi, je trouve que c'est effarant et Et je je trouve dis, que c'est M. Roche, triste voyons-nous. pour la transition énergétique. Et il faut absolument qu'on puisse se voir Très parce que bien. moi, je peux vous dire qu'en Guadeloupe et surtout en Grande Terre, et vous connaissez très bien le dossier, c'est un gros sujet. Mais oui, les prix sont un sujet. Il faut vraiment que je vous laisse. Alors, Je m'excuse, j'ai un train à 19h, j'ai raté, je crois. Très bien, merci Monsieur le Président. Il M. nous Roche, reste, Madame la députée, à votre disposition. Très bien, je vais prendre rendez-vous avec vous qu'on puisse discuter de cela. je crois qu'il y a des rendez-vous qui ont été pris. Cette table ronde aura servi. Merci beaucoup, Monsieur le Président et Madame la Merci. députée. Il y a une Merci à petite question sur le chat sur c'est quoi la résilience du système électrique. Je pense que c'est une question intéressante, non seulement en termes de c'est quoi, mais aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour être résilient sur un système électrique. C'est vaste. Est-ce que quelqu'un relève le défi en 1 minute? Monsieur Roche. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus de solutions de flexibilité. Le président Caraco disait que les territoires ultramarins pouvaient être une vitrine. Ils peuvent être une vitrine justement sur les notions de gestion du réseau et de résilience du réseau électrique. Et donc, on voit que il y a un débat qui peut s'instaurer entre ce qu'il faut faire du stockage centralisé ou du stockage décentralisé. Bon, ça c'est un premier sujet, mais on voit des projets en effet de production d'hydrogène qui se multiplient. Donc, en effet, c'est sans doute une belle vitrine pour développer des solutions de flexibilité et d'intelligence du réseau. Donc, la résilience, c'est permettre finalement d'aller vers des degrés de variabilité de la production plus grands. Mais je pense qu'on a aujourd'hui un nombre croissant d'outils et de solutions techniques qui existent. Ok, je vais devoir conclure et rendre l'antenne, comme on dit. Donc, merci beaucoup, Madame la députée. Merci, Andrés. Merci à vous. Merci, Monsieur Roche. Merci, Madame Ponce, pour vraiment cette qualité de table ronde. On va ensuite passer à la table ronde suivante, qui est financer la rénovation énergétique dans quelques instants. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci à ceux et celles qui nous ont suivis. Et puis, à très bientôt pour une suite des débats passionnants sur l'autonomie énergétique des territoires outre-mer, qui est un sujet inépuisable. Merci à tous. Merci beaucoup. À vous. Merci. Jérôme, vous m'entendez?